Qu'aujourd'hui, 27 mai 2021, toujours pendant cette crise dite du Covid-19, qui est maintenant sujet de préoccupation principale à la vaccination, pandémie qui suit le mouvement des Gilets jaunes. Les gens se demandent encore comment se fait-il qu'on puisse aussi facilement mentir aux populations, aussi facilement manipuler la population. Les gens qui diagnostiquent encore sur les raisons du pourquoi du comment des gilets jaunes et qui servent à les manipuler en réalité, en sont toujours à vouloir faire croire de ne pas pouvoir expliquer la réalité du pourquoi et du comment autant de répression a pu être possible dans un pays dit républicain comme cette société France. Alors que la réalité, dans cette société, donc société-entreprise qui est loin d'être la communauté, on s'aperçoit dans ce régime pyramidal, organisé par couches, qui va du nombre 1 au plus grand nombre en bas, la masse, pas que le problème de cette masse, qui par son grand nombre devrait pouvoir facilement se faire entendre, n'est jamais entendu. Mais peut-être que la raison vient aussi de ce grand nombre, car dans cette société matérialiste, organisée donc en système, en forme pyramidale, comme je le disais, les couches supérieures se méfient des couches qui leur sont inférieures, de peur d'être renversées par ces couches-là, et elles-mêmes regardent les couches supérieures rêvant de prendre leur place. Et alors que notre histoire, si les gens prenaient le temps de regarder par eux-mêmes les faits et de faire leur propre opinion, ce, cette façon de faire, ce système est clairement établi. Quand on voit 1789, la partie la plus riche du tiers-état est celle qui, petit à petit, a grignoté des places pour prendre les places, justement, de l'étage supérieur au leur, et les remplacer, ou au moins de partager les leviers de commande. Cette même logique, dans cette société devenue complètement matérialiste, s'applique aussi aux petites couches. Les petites couches, dans cette envie de profiter, regardent les classes, les étages qui lui sont supérieurs et rêvent à leur tour de prendre leur place, d'accéder au même confort matériel qu'eux, pensant que le but de leur vie doit être l'accumulation de papier, de richesse, de monnaie. Et, et contrairement à son intérêt, va, va orienter son regard justement pour, euh, pour se faire représenter, va orienter son regard vers des gens qui se disent leurs représentants, qui ne sont là en fait que pour les manipuler, mais cette couche donc d'en bas regarde et se choisit ses représentants dans les couches qui lui sont supérieures, comme si la couche supérieure, qui elle d'instinct se méfie de la couche inférieure de peur qu'elle la renverse, allait effectivement être leur digne représentant. Et pourtant, les gens ne peuvent que le voir s'ils s'intéressent et qu'ils font leur propre opinion au travers des faits que l'histoire nous présente. Car la réalité, c'est que rien n'est réellement secret, rien n'est caché. On crie au complotisme, on crie aux manipulations et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas forcément un complot, parce que rien n'est caché, tout est visible. Si on prend le temps d'y regarder par soi-même, plutôt que d'attendre des couches supérieures qu'elles nous donnent les versions, leur version des faits historiques,
leur interprétation de l'histoire qu'ils nous forcent à apprendre dans les écoles. Les profs, pareil, se voyant d'une couche un peu supérieure, répètent un mensonge qu'ils ont appris, mais qui ne conforte que l'intérêt des couches supérieures et qui n'est en aucun cas une interprétation juste de la réalité historique. Mais dans notre couche, nous-mêmes, si quelqu'un qu'on qu'on reconnaît faisant partie de notre propre classe sociale, de notre propre couche, s'il donne des vérités qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du pouvoir, des couches supérieures, bah les gens appartenant donc à cette même classe vont, vont juger cette personne-là arrogante en lui disant tu délires, tu dis n'importe quoi, mais parce que dans leur déformation, dans leur prison mentale, ils n'estimeraient pas normal, ils n'estiment pas normal que quelqu'un de leur propre couche ait une opinion différente de la leur. Automatiquement, donc, il sera étiqueté complotiste, étiqueté arrogant, condescendant, tous les mots qu'on entend régulièrement, alors que qui de mieux que quelqu'un issu de votre milieu peut représenter la voix de ce milieu en réalité. Mais non, les gens se choisissent des représentants qui ne sont naturellement pas les leurs, car ils appartiennent aux couches supérieures, et que dans ces couches supérieures, leur unique but, c'est d'obtenir des places dans les couches qui lui sont à lui supérieures. Et donc son intérêt, c'est d'empêcher les couches en dessous de la sienne bah de choisir des représentants de, de leurs mêmes conditions. L'intérêt des couches supérieures, c'est d'être les représentants des couches inférieures afin de les empêcher d'accéder aux couches supérieures et de se garder les places allant en diminuant plus on monte dans la pyramide. Donc ils se sentent obligés de défendre un intérêt qui est leur et qui est loin d'être notre intérêt. Donc quand on suit, que ce soit des Mélenchon, des Asselineau, tous ces mecs-là qui veulent obtenir des places dans les couches supérieures, arrêtez de croire qu'ils sont dans votre intérêt. Car si vous les écoutez et qu'ils ont la parole, par définition, vu que vous repoussez tous ceux qui sont de votre couche et qui seraient capables de vous donner des vérités que vous ne voulez pas entendre de toute façon, eh bien vous serez perdant. Et on le voit, que ce soit les révolutions, les dites révolutions françaises qui ont été menées par la bourgeoisie, par les plus riches du tiers-état, ceux qui avaient la richesse mobilière en main, bah, ont défendu leur intérêt en tant que nouvelle caste en formation, en conscience du pouvoir qu'ils représentaient par leur argent, ils ont défendu leur intérêt pour accéder aux couches supérieures, mais sur le dos des couches qui leur étaient inférieures, le prolétariat. On était en 89 tout au début des manufactures et depuis ça n'a jamais changé. Quand on voit 1848, on voit très bien que c'est une nouvelle couche donc qui a pris la place quelque part des couches supérieures, des 1% du tiers-état, de la roture dorée, donc qui se partageait maintenant les pouvoirs avec l'aristocratie, et ben dans la couche inférieure, celle qui les a remplacés est devenue ce qu'on appelle la couche moyenne, mais qui ne sont en réalité eux aussi que du prolétariat, mais d'une condition un peu plus élevée que les prolétaires de base. Et la révolution de 48 n'a été que le mouvement de cette nouvelle classe, dite classe moyenne, qui voulait copier l'exemple et qui ont copié l'exemple du mouvement de 1789, donc de la bourgeoisie, qui a pris petit à petit le pouvoir sur l'aristocratie, sur environ, d'une certaine façon, le clergé. Voilà. Et il faut continuellement avoir ça à l'esprit, qu'ils se servent à chaque fois
de la couche du grand nombre, donc des prolétaires, pour aller servir de chair à canon, pour faire peur au pouvoir en place, armer les populations, après qu'elles aient été excédées, les pousser à aller verser leur sang, pour après que ceux qui les manipulent, qui les contrôlent, puissent obtenir des places sur les couches, dans les couches supérieures. Et dès que ces couches-là sont reconnues et ont une part du pouvoir, leur premier travail, c'est de désarmer cette population qui leur aura servi et de renvoyer le prolétariat à la place qu'on lui donne, c'est-à-dire dans les faubourgs, dans les cabanes, dans les niches, telles qu'ils disent carrément. Donc c'est bien clairement nous stipuler, nous dire pourquoi ils nous prennent. Et les Gilets jaunes, ça n'a pas été autre chose. C'est un mouvement de contestation des prolétaires qu'on a fait passer pour des débiles. Il n'y a qu'à regarder les médias de l'époque. Quand on voit même les journalistes qui étaient choisis pour aller interviewer des Gilets jaunes, c'était des journalistes avec des têtes de débiles. On faisait parler des Gilets jaunes qui n'avaient pas forcément conscience de ça et qu'on faisait passer aussi pour des débiles. Le but était que la petite couche ne salit pas et en même temps de condamner violemment ces couches de travailleurs qui osaient, bah, qui osaient remuer. Comme en 92-94 avec Robespierre, on a vu par la suite le prolétariat se faire fusiller. En 48, les prolétaires, quand ils ont suivi le mouvement des classes moyennes qui faisait la révolution des capacités, une fois que la Deuxième République et que les capacités sont arrivées à obtenir gain de cause et à accéder aux couches supérieures, leur premier travail aura été de massacrer encore une fois les prolétaires, ceux qui étaient capables de remuer et de prendre les armes contre leurs oppresseurs. Et les gilets jaunes, c'est pas autre chose. On a encore une fois des prolétaires qui osent remuer, qui osent dire au système qui n'accepte plus de se faire matraquer. Et le résultat, c'est que une bonne partie de la population qui se sentait différent des gilets jaunes parce que de classe se voyant un peu plus aisée et ne se reconnaissant pas donc dans le prolétariat, n'ont pas réagi et ont laissé les gilets jaunes se faire massacrer, même si les gilets jaunes étaient manipulés par manque de savoir historique de ce qu'est la République dans ce système. Ces couches moyennes ont laissé leurs frères de classe se faire massacrer en réalité, quitte même eux pour aller au boulot, être prêts à rouler dessus avec leur 4x4. Donc à un moment donné, les prolétaires aussi doivent prendre conscience que les solutions ne viendront jamais du haut, ne viendront jamais des couches supérieures qui ont en horreur d'imaginer ne serait-ce que des prolétaires s'élèvent dans cette pyramide ou renversent carrément cette pyramide. Leur but, eux, pour conserver leurs privilèges, c'est de faire en sorte que les prolétaires restent à leur place, de maintenir les structures économiques et sociales dans l'ordre établi. Car ceux qui accèdent à un petit peu de richesse ont la peur panique de devoir le perdre. Et la Troisième République, quand on voit Mélenchon qui fait sa comédie, qui se sert de la commune, tout, pour se faire reconnaître comme représentant du prolétariat, et qui dans la foulée va rendre hommage à la Troisième République, qui est celle responsable du massacre de plus de 30 000 Parisiens, faut à un moment donné se poser les questions. Et le représentant du prolétariat ne peuvent pas être issus de classes qui leur sont supérieures. Le prolétariat doit avoir des représentants issus de son milieu. Et arrêter de faire confiance à des carriéristes qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de maintenir l'ordre établi, d'accéder aux couches supérieures pour pouvoir à leur tour en profiter. Et qui n'auront, une fois qu'ils auront obtenu les places, qui n'auront d'autres
d'autres façons d'agir que ce qu'on a toujours vu dans l'histoire. On a beau nous dire, bah ouais, l'histoire repasse pas les plats, mais en attendant, quand on prend de 1789 à 2000, 2019 avec le mouvement des Gilets jaunes, on voit que les situations se répètent, se ressemblent, et c'est et sont toujours punis de la même chose. Les prolétariats, dès que le prolétariat remue, on le massacre. Et là, aujourd'hui, avec le Covid, vu que c'est un réveil de la couche des prolétaires qui se fait à une échelle européenne, enfin manipulé pour arriver à l'échelle européenne, voire une échelle mondiale, eh ben ils nous sortent un Covid. Ils nous sortent un Covid pour pouvoir, d'une part, maintenir tranquilles ceux qui ont encore peur de perdre quelque chose, et puis supprimer bientôt ceux qui refuseront ce système. Mais les premiers responsables sont ceux qui forment ce grand nombre euh, de, de peur de perdre du confort matériel qui ne représente rien, qui ne représente que des bouts de papier en réalité, qui crèvent de faim toute l'année, qui galèrent à payer leurs factures, leurs crédits et ainsi de suite, qui sont des simples consommateurs à qui on donne de la merde à consommer de toute façon, mais ils ont tellement peur de perdre ce qu'ils croient être du bonheur dans une république qu'ils ne comprennent même pas, qu'ils sont prêts à tout accepter. Et ils ne défendent pas ceux qu'ils devraient défendre et qui font partie d'eux. Faut, il faut que les gens se réapproprient les faits. La Troisième République, on nous dit la Troisième République, c'est quoi la Troisième République? On le voit très bien. Après 1848, une nouvelle dictature bourgeoise s'est mise en place après l'écrasement des prolétaires de 1848 qui ont soutenu donc les capacités. Ils se sont fait massacrer même en 1848 comme en 1871. Il y a eu plus de 30 000 victimes chez les Parisiens. Bizarrement, 30 000 plus 30 000, ça fait 60 000. Et quand on regarde en 1869 le nombre d'adhérents à l'Internationale des travailleurs, ils étaient 60 000 déclarés en France. 60 000 déclarés, on ne sait pas trop comment, car l'international, à cause des procès qu'elle avait contre elle, et les adhérents qui étaient donc condamnés par des amendes et par de la prison, l'international était obligé de cacher ses statuts, et les gens ne se vantaient pas d'être de l'international, car ils finissaient en prison. Et on a vu comment étaient réprimées les grèves en 1869. La troupe ouvrait le feu sur les manifestants. Donc quand on voit, par exemple, octobre 69, dans l'Aveyron à Aubin, que 14 grévistes se font mitrailler la gueule pour avoir voulu obtenir des meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, quand on voit les abus qu'il y a eu en 1848 sur les corporations, les coalitions de grosses entreprises qui s'enrichissaient en mentant, en manipulant. Enfin, pour ça, je vous renvoie sur ma vidéo, sur l'autre chaîne, sur la période de 1848 et des discours de Lamartine. Mais enfin bref, mais quand on voit qu'à Saint-Aubin, donc il y a eu 14 morts des prolétaires, tout, et que Mélenchon choisit cette ville pour aller quelque part lancer sa campagne pour les présidentielles, les gens devraient se poser la question à un moment donné, pourquoi il choisit cette ville précisément? Et oui, si encore elle avait eu un mot pour expliquer pourquoi cette ville, ou alors un mot rendre hommage justement aux victimes de cette grève. Mais non, il n'en parle même pas. Si t'es pas au courant qu'à Saint-Aubin, que dans l'Aveyron, il y a eu cette répression militaire des grévistes, tu le sais pas, et puis t'applaudis Mélenchon dans cette ville, alors qu'un massacre a été organisé, et encore pire, parce qu'en plus, suite à ce massacre, le mec, le capitaine Gousseran, qui avait donné l'ordre à la troupe d'ouvrir le feu sur les grévistes, a été immédiatement récompensé, décoré de la Légion d'honneur. On lui a, le ruban rouge, comme il disait à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur, d'avoir tiré sur des gens qui manifestaient leur ras-le-bol d'être exploités, a été récompensé donc de la Légion d'honneur pour avoir tué des Français. Et Mélenchon, qui se dit représentant du prolétariat, va dans cette ville sans rendre hommage à ces gens et lancer sa campagne présidentielle. Vous n'avez pas l'impression qu'il se fout de votre gueule?
insoumis de quoi ce mec? En vérité, pourquoi il choisit cette ville? C'est pour dire, vous voyez, le système, je me présente, je veux bien être délégué pour la protection des fortunes, parce que c'est ça leur but. C'est ça. Leur seul intérêt, c'est de maintenir l'ordre établi, de maintenir l'ordre social, les structures économiques. Et oui, ils font de la politique, mais pour eux, la politique, ils le savent très bien, la politique est liée aux raisons économiques. Et la période de 1870 à 1914, la Première Guerre mondiale, nous le dit très bien, là encore. À un moment donné, les gens doivent se réapproprier l'histoire par eux-mêmes, analyser eux-mêmes les faits, zapper tout le blabla que les soi-disant historiens de la télé mettent entre les faits, mais de soi-même regarder les faits. Mais bien sûr, quand on nous dit la Troisième République et qu'ils applaudissent à la proclamation de la Troisième République a été une réponse à donner à l'opinion publique qui ne faisait plus confiance en l'Empire. Donc on déclare la guerre à la Prusse pour orienter les esprits sur la guerre, vers les frontières, plutôt que sur les conditions sociales. On oriente vers l'extérieur pour enlever du regard les conditions et, et des revendications de politique intérieure. C'est ce qui a été la guerre déclarée contre la Prusse. À un moment donné, faut regarder l'histoire sans. Il n'y a pas besoin d'en lire des pages, on nous fait croire que voilà, t'es de la petite couche, si tu parles de ces périodes-là, et que t'as pas lu X bouquins, t'as un con, t'as que ta gueule à fermer parce que tu peux pas savoir. Il n'y a pas besoin de lire Marx pour comprendre la Révolution française, il n'y a pas besoin de lire Marx pour comprendre 48, il n'y a pas besoin d'avoir lu Marx, Proudhon, tous ces pauvres cons pour comprendre la situation intérieure avant 1870. Il n'y a pas besoin d'avoir lu tous ces connards, des milliers de bouquins pour comprendre ce qu'ils ont fait aux populations qui réclamaient des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires, qui demandaient tout simplement d'être reconnus dans leur travail, d'arrêter d'être exploités, qu'on arrête d'exploiter leurs enfants qui étaient mis devant des machines à partir de l'âge de 5 ans, payés le quart du salaire d'un adulte, et qu'on permis la constitution de fortunes gigantesques jusqu'à aujourd'hui, des familles qui existent encore, qui ont profité de ces périodes-là, qui ont profité des enfants des prolétaires pour s'enrichir sans commune mesure. Et aujourd'hui, ceux qui sont encore au pouvoir sont les mêmes, faut pas croire. Faut pas croire. On nous dit Gambetta organisant la résistance contre l'envahisseur prussien. Faut pas déconner. Tous ces mecs-là qui se sont dit gouvernement de défense nationale, ils espéraient qu'une chose, c'était la victoire le plus rapidement possible des Allemands pour protéger justement leur ordre établi. Ils avaient peur qu'une vraie république socialiste, qu'une vraie république égalitaire et qui partage les richesses, bah, fasse tomber les structures économiques qui permettaient à ceux au pouvoir de vivre comme des privilégiés, de s'accumuler, d'accaparer toutes les richesses communes. Donc leur but, c'était de rapidement faire capituler la France, couper toute résistance pour laisser l'Allemagne gagner et être protégé par les canons, par les armées allemandes contre le peuple français qui lui voulait résister. Et Gambetta, on a beau nous dire qu'il était pour organiser la défense du pays, quand on y regarde sous un autre angle, vu qu'il n'a pas intervenu, qu'il a laissé Thiers aller convaincre le général de son armée, le général de Paladine, hein, euh, le 28 octobre capituler sans combattre parce que soi-disant la pluie l'empêchait de lancer la troupe, et que c'est le même jour où Benzen a lui aussi capitulé, demandant la permission à la Prusse de transformer son armée qu'il avait rendue sans combattre et de la transformer en armée, en force de guerre civile pour marcher contre Paris, coupable de résistance, car les Parisiens ne voulaient pas signer la capitulation, ils ne voulaient pas que ce gouvernement de la défense sociale, tel qu'il faudrait l'appeler,
avait très bien compris qu'ils ne faisaient pas de la défense sociale, qu'ils ne faisaient pas de la défense nationale, qu'ils étaient là que pour rapidement signer un armistice qu'il faut entendre comme une capitulation et qu'ils étaient soutenus par les privilégiés, les bourgeois, les châtelains, les notables, les ecclésiastiques qui avaient peur de perdre leurs privilèges si une vraie république après l'Empire avait pris les leviers de commande. Ils avaient peur des rouges, des internationalistes. Donc la guerre a été un prétexte pour faire tomber l'Empire et installer un nouveau système, enfin un système juste qui changerait de nom, car ça serait toujours les mêmes au pouvoir en réalité. Ils ont remplacé les aristocrates et ceux compromis dans l'Empire avec Napoléon, ils ont mis, grâce au mariage, grâce aux fusions maritales entre l'aristocratie et la bourgeoisie des grands commerces, ils ont placé les gendres qui étaient moins connus que ceux précédemment faisant partie de l'Empire. Mais c'est les mêmes familles qui ont gardé le pouvoir. À un moment donné, on a poussé les gens à voter dans un certain sens en leur faisant peur avec la guerre, en leur faisant peur avec ceux qu'ils nommaient les partageux de Paris, qui voulaient une république égalitaire avec un volet social. Faut, faut regarder par soi-même les choses. Les informations sont disponibles. En 48, Mélenchon et tous ces connards, ils vous parlent pas de la Deuxième République. Pourquoi? Parce que Lamartine, quand il a pris le pouvoir, qu'il a abaissé c'est pas la CGT qui a abaissé le temps de travail, c'est la Deuxième République avec Lamartine et Louis Blanc qu'on a abaissé directement en arrivant au pouvoir la journée de travail de 12 heures à 10 heures dans les grandes villes. Eh oui, c'est pas la CGT, pareil, c'est des vendus de la même façon qui garde la couche d'en dessous à sa place, en espérant pour elle accéder aux couches supérieures. C'est tout. Quand tu vois pendant que les gilets jaunes se font massacrer, que tu vois le bureau de la CGT des petites villes, comme dans la mienne, aller bouffer au gueuleton organisé par le maire LR de la ville, et qui trouve ça normal, faut rien leur dire. Faut rien leur dire. Ils sont censés défendre les prolétaires, et pendant que les prolétaires se font éborgner, se font arracher les mains, les connards de la CGT, ils sont en train de bouffer, de faire des gueuletons avec la mairie de Châteauroux, pendant que le maire il récite ses vœux de bonne année. Et quand on leur fait remarquer qu'il y a quand même un truc qui cloche, qu'ils sont là pour être proches du prolétariat et qui bouffent quelque part avec l'ennemi, ils se mettent en colère parce qu'on leur dit, à un moment donné, on serait en 1789, ça serait les premiers à se faire couper la tête. Donc eux aussi, il faut qu'ils redescendent sur Terre, ou alors qu'ils choisissent réellement leur camp, et qu'ils le disent clairement qu'ils ne sont pas avec les prolétaires. Et les prolétaires, à eux de choisir des représentants qui font partie de leur couche, et qui connaissent un minimum l'histoire pour pas se faire baiser la gueule par des manipulations grotesques comme celle de la Troisième République. Ah putain, même en colère, mais il y a de quoi en vérité. Il y a de quoi quand on voit où on en est rendu maintenant avec le Covid. Faut pas croire, parce qu'on a toujours vu ça. Pourquoi la Prusse, quand ils ont attaqué Paris, Paris qui avait déjà des bombes incendiaires ou quoi, machin, qui avait des armes déjà pour se défendre, ils les ont pas utilisées contre l'ennemi prussien, mais par contre contre la commune, ils ne sont pas privés d'utiliser des bombes incendiaires à lancer sur la gueule des prolétaires. Là, ça les a pas dérangés. Par contre, sur l'ennemi prussien, non, fallait pas. Bah oui, ils s'arrangeaient en réalité avec. C'est parce que si en France, les prolétaires ouvrent leur gueule, faut pas croire que dans les pays qui étaient gérés de la même façon, qui étaient sous des royautés, sous des empires, avaient les mêmes problèmes avec la condition ouvrière, avec les prolétaires. Les prolétaires de tous les pays veulent que leurs conditions s'améliorent. Donc, les États, les chefs d'État européens sont capables de se coaliser
quand des mouvements sociaux qui viennent de la base prennent de l'ampleur, ils ont peur, si ça se passe en France, que ça fasse boule de neige en Allemagne, que ça fasse boule de neige en Russie, que ça fasse boule de neige en Angleterre. Donc là, quand c'est des mouvements qui démarrent comme ça, ils sont bien d'accord pour s'attaquer entre eux, pour massacrer le maximum d'entre nous, nous faisant croire que le prolétaire allemand, que c'est notre ennemi. Faut arrêter à un moment donné. Les gens aussi doivent réfléchir avant d'aller croire faire la guerre contre un ennemi facile. À un moment donné, car notre ennemi, il est chez nous. Il est chez nous, l'ennemi. C'est ceux qui nous poussent à aller faire les guerres. C'est ceux qui nous font nous-mêmes condamner nos enfants. Mais les gens pris dans cette matérialité, pris dans ce consumérisme, pris par le torche-cul qu'on leur présente comme du pognon, ils sont incapables de réfléchir. Et si quelqu'un de leur couche veut les amener à réfléchir, ils veulent pas l'entendre. Ils veulent pas l'entendre, car c'est quelqu'un qui leur est égal, donc il peut pas savoir ce que eux ignorent volontairement, et encore moins le dire. Et il est là, je pense, le gros de notre problème à nous, les prolétaires, c'est que on préfère regarder au-dessus les étages auxquels on veut appartenir que de regarder déjà dans notre étage qui pourrait permettre de porter un discours qui accompagne un vrai mouvement prolétaire pour une vraie république, une première république. Faut, à un moment donné, je sais pas quoi. Faut arrêter d'être con, tout simplement. Quoi. Faut arrêter d'être con. C'est pas de prendre de haut ou de traiter de débiles des gens quand ça va un peu plus que vous parce qu'ils auront fait des recherches. Alors que vous, vous attendez que ça vous tombe tout cuit dans la gueule par la télé, comme si la télé allait vous donner la vérité, comme si Mélenchon allait vous donner la vérité, comme si des Macron allaient vous donner la vérité, comme si Macron allait de lui-même décider de redonner le pouvoir au peuple. Mais vous rêvez ou quoi? Donc vous manifestez comme des cons à attendre que ces gens-là améliorent vos conditions de vie, alors que c'est eux-mêmes qui créent vos conditions de merde. Pouvoir d'achat, pouvoir d'achat. Il y a des solutions pour le pouvoir d'achat. Mais il faut arrêter de croire que ces solutions viendront d'en haut. S'ils avaient voulu les donner, il y a longtemps qu'on les aurait. Tu vois. Mais le pire, c'est que les solutions nous sont accessibles à nous. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études ou quoi, ou comme je disais tout à l'heure, avoir lu tout un tas de bouquins pour savoir et pour s'approprier les solutions qui amélioreraient nos conditions de vie. Même dans un système qui conserve l'argent, on pourrait très bien vivre de tous confortablement, tous avoir à manger, ne pas avoir d'enfants qui tombent malades à cause des poisons qu'on leur fait ingurgiter à longueur d'année et maintenant qu'on leur met dans le sang. Faut le voir, entre 1870 et 1914, pourquoi on est arrivé à 1914? Faut étudier, et il n'y a pas besoin de lire 50 000 bouquins en vérité, mais la colonisation, on peut très bien avoir des clés de compréhension différentes de ce que l'histoire officielle nous raconte. On peut très bien accéder à la vérité, et en se faisant sa propre opinion, de sa propre analyse des faits historiques qui sont accessibles à tous. Et on voit très bien que pendant cette période-là, 1914, il y a eu la Première Guerre mondiale, c'était pas des histoires entre les peuples. La vérité, c'est que quand on y regarde entre 1870 et 1914, ils ont fait la répression de la commune en France, ils ont massacré plus de 30 000 Parisiens, ils ont envoyé autant dans les bagnes, mais que le mouvement a repris suite à des affaires de politique intérieure, suite justement aux histoires pour la colonisation sauvage, pour l'intérêt de quelques enculés de bourgeois en vérité. Le prolétariat a recommencé à remuer. Sauf que le mouvement, cette fois-ci, les prolétaires avaient pris de l'ampleur, justement, et, et avaient fait tache d'huile. Et en Allemagne, le roi
Guillaume, je crois, à ce moment-là, lui aussi voyait son prolétariat commencer à remuer. En Russie, de la même façon, les prolétaires commençaient à remuer. Donc l'intérêt de toute cette aristocratie, cette bourgeoisie au pouvoir, c'était sur toute l'Europe de calmer une bonne fois pour toutes les prolétaires. Donc ils ont organisé les conditions d'un bain de sang pour massacrer le maximum d'entre nous afin de nous calmer pendant un certain temps. Voilà, jusqu'en 39-45 où ils ont fini le boulot, même s'il y a quelques différences, mais le résultat était le même. Ceux qui ont été envoyés se faire massacrer, c'était pour l'intérêt des bourgeois qui voulaient surtout pas que les couches inférieures les renversent. Car leur premier ennemi à eux, même si ils s'entendent pas dans les couches supérieures, qui chacun se disputant le pouvoir, comme on l'a vu avec la Révolution française entre 89 et 96, qui a vu l'arrivée du premier dictateur Napoléon, on voit très bien que ceux au pouvoir, quand le prolétariat se tient tranquille, bah, qui sont en lutte pour pouvoir prendre les leviers de pouvoir contre leur ennemi dans leur couche, mais que leur ennemi commun à cette couche-là sont les couches qui leur sont en dessous et qui veulent surtout pas voir remuer. Et quand ces couches inférieures commencent à remuer, ils organisent des massacres, des révolutions, tout un tas de prétextes pour massacrer à, à grand nombre les gens qui sont comme nous, les travailleurs, les exploités, ceux qui sont la cariatide, ceux qui sont la peau sur laquelle le festin des riches se passe. Donc tout ça, voilà, à la base, ce que je voulais, c'était établir et donner quelques faits sur la Troisième République, donc qui pourrait servir peut-être à éveiller quelques consciences sur qu'est-ce qu'est la République. Et quand on nous dit la République du 4 septembre 1870, on proclame de nouveau la République, bah la réalité de la proclamation de cette République, c'est de remplacer l'Empire. On a vu suite au plébiscite que l'Empire n'était plus soutenu, donc qu'il fallait réinstaller un système qui se serait dit légitime pour pouvoir garder les structures économiques et sociales à leur place, conforter l'ordre établi. Donc voilà, Napoléon, il s'est fait baiser la gueule et on peut même penser que c'était organisé, la chute de Napoléon, justement, parce que ceux opposés d'une certaine manière, cette opposition dite républicaine qui s'opposait donc au pouvoir impérial, était elle aussi privilégiée par l'intérêt des structures économiques et sociales. Et voyant que l'Empire était de moins en moins soutenu, ben, il fallait mettre en place des nouveaux représentants. Quitte à perdre une partie du territoire, ils n'en avaient rien à branler. Ce qu'il fallait, c'était calmer les prolétaires qui commençaient à remuer. On l'a vu, les grèves où on tirait sur la population, où on faisait des morts, voilà, où on décorait. Mais quand on a déclaré la guerre à la Prusse, on voit très bien les généraux qui étaient des créatures de l'Empire et qui étaient donc dans la classe des privilégiés n'avaient surtout pas envie qu'une république socialiste prenne le pouvoir. Donc tous les généraux ont trahi, tous. Et pour en revenir à Gambetta, moi, ce que moi j'en vois des faits qu'on peut regarder, hein, et ben Gambetta en réalité, on avait Strasbourg, tout ça, avec Benzen qui ramenait 170 000 hommes vers Paris pour réprimer la résistance, qui arrivait donc de l'Est. Et au sud de Paris, eh ben on a les hommes de Gambetta qui ceinturaient aussi, qui ceinturaient Paris. Et donc, s'il avait fallu, tous ensemble entourant Paris, plutôt que de chasser l'ennemi qui assiégeait Paris, en fait, isoler Paris du reste de la province, car la province, riche de denrées alimentaires, riche d'armements, aurait très bien pu se défendre et chasser, lever le siège de Paris et chasser l'ennemi si réellement ça avait été la volonté.
Donc on dit Thiers, machin, qui a réussi à corrompre Paladine, mais Gambetta n'était pas quelqu'un de notre couche en réalité. Et son idée, même s'il avait peut-être envie d'une république plus juste, on peut pas préjuger de sa mentalité non plus, mais dans la situation qu'il occupait ou quoi, s'il avait voulu, avec ses hommes, lever le siège de Paris, il aurait très bien pu. Donc, mais ce qu'on voit, bah, c'est que bizarrement, le 21 tiers va à sa rencontre. Gambetta lui dit bah, c'est le 29 que je vais attaquer. Le 28, Benzen il s'est rendu. Et le 28 au soir, Paladine il envoie un télégramme à Gambetta en lui disant qu'il ne peut pas lancer l'attaque contre Paris. Derrière, Thiers il retourne, donc il continue sa route pour aller jusqu'à Paris pour revendiquer le besoin de signer un armistice. Mais les Parisiens, bah, qui eux n'avaient pas envie de se rendre, n'avaient pas envie de capituler, et ben on les a fait passer pour des ennemis. Et ce qu'on voit après pendant la Commune, c'est que cette barrière que pouvaient constituer donc les troupes de Gambetta, menées par la cinquième colonne, donc par Thiers, d'une certaine façon, bah, pouvait facilement empêcher toute information de passer de Paris à la province. Et on a monté la province petit à petit contre ceux qui voulaient la résistance à Paris. Voilà le, des liens qu'on pourrait faire en se basant sur les faits historiques. Et j'invite chacun en réalité à regarder soi-même les faits que l'histoire nous donne. Zapper le blabla de tous les vendus des couches supérieures qui nous disent comment il faut les interpréter et que chacun fasse sa propre interprétation des faits historiques. Et je pense qu'après, on pourrait en reparler avec des bases communes sur les manipulations de notre histoire par cette élite de merde qui n'a qu'à l'esprit conserver leurs privilèges, quitte à massacrer une grande partie d'entre nous. Parce que le résultat avec le Covid va être celui-là. Des abrutis de moutons qui veulent rien entendre et qui ne rêvent que matérialité et d'accéder aux couches supérieures accepteront tout, quitte à regarder les mêmes qu'eux se faire massacrer, juste en espérant et en se disant tant que c'est eux, c'est pas moi, tant mieux. Mais un jour, ça sera aussi leur tour, ou ça sera le tour de leurs enfants, même si pour beaucoup, ils seront plus capables d'en avoir.